Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Tout de suite les titres de ce mercredi 11 mars. Et J-4 avant le premier tour des élections municipales. L'actualité de la campagne avec ce soir la présentation des candidats à Montigny-le-Bretonneux et Magny-les-Hameaux. Reportage avec Valérie Bain à Villepreux. Et puis invité Joséphine Coleman-Berger, maire sortante de Plaisir en lice pour un nouveau mandat. C'est du 14 au 21 mars au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines et d'autres lieux de l'agglomération. Les rencontres In-Cité éclairent chaque année une thématique par le biais de conférences, spectacles et projections cinéma. Pour cette 4e édition, la ville de demain et ses défis et le sujet choisi. Et puis les adeptes de musique métal avaient rendez-vous le week-end dernier à Guyancourt et Voisins-le-Bretonneux. Metal Sphere se déroulait à la batterie et la salle de la Tour. Retour sur la soirée de concert du samedi. Et on débute tout de suite ce journal par l'information du jour. C'était une première aujourd'hui en France en ce 11 mars, une journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, même date que la journée européenne, choisie en commémoration des attentats de Madrid le 11 mars 2004. Comme partout en France, une cérémonie s'est déroulée à la mi-journée dans la cour de la préfecture des Yvelines à Versailles, rendez-vous présidé par le sous-préfet Thierry Laurent. D'autres hommages également dans les Yvelines, vous l'avez vu sur cette dernière photographie à Poissy, dans le jardin de la Paix. L'actualité du jour liée forcément aussi au coronavirus depuis le premier cas révélé il y a tout juste une semaine. Dans les Yvelines, le nombre de contaminés ne fait qu'augmenter. Au dernier point publié par l'ARS hier soir à 22h, 65 cas étaient recensés dans le département. Un chiffre qui évolue constamment. Dans ces cas détectés, à noter ceux de 2 sapeurs-pompiers de Vélizy-Villacoublay. Rappelons que dans les Yvelines, 2 personnes sont décédées. Une école, celle des Sablons à Poissy, est fermée. Et puis 8 classes de l'Uly-Vauban le sont également. 2 sites de diagnostic sont chargés de réaliser les tests dans le département, les centres hospitaliers de Versailles et celui de Poissy. J-4 avant le premier tour des élections municipales avec forcément l'épidémie de Covid-19 dans toutes les têtes. Le scrutin est bien maintenu pour l'heure et les procédures de procuration ont été facilitées pour les individus confinés et les personnes vulnérables. Une circulaire du ministère de l'Intérieur a été envoyée au préfet. Les habitants contaminés ou en quarantaine peuvent demander à un OPJ, officier de police judiciaire, de se déplacer à leur domicile pour recueillir la demande de procuration. En ce qui concerne les résidents des EHPAD, les directeurs d'établissements pourront remplir la fonction de l'OPJ et collecter les demandes. Direction Montigny-le-Bretonneux où 3 listes s'opposent pour ces élections. Elles sont menées par Laurent Merker, Vivien Gasque et Pierre Desjean. Présentation de ces candidats avec Marilène Pichino. La ville de Montigny-le-Bretonneux et ses plus de 33 000 habitants, dont 23 326 inscrits sur les listes électorales, voient s'affronter 3 candidats. Ancien directeur de cabinet de Nicolas Abou, Michel Laugier, puis Jean-Luc Ourgaud, Laurent Merkert a quitté son poste le 31 décembre dernier pour se lancer comme tête de liste de la majorité sortante. Installé dans la ville depuis 2001, il n'est membre d'aucun parti politique, mais de sensibilité centriste. Nous avons l'intention, bien sûr, de préserver ce à quoi les gens sont très attachés dans la ville, c'est-à-dire un cadre de vie privilégié, des services extrêmement importants, et aussi dans la relation qu'il peut y avoir entre les habitants et leurs élus, une connexion permanente. Déjà candidat en 2014 où il avait réussi à mener une liste divers gauche mêlant Parti socialiste, écologiste et extrême gauche et finalement investi par le PS qui lui a permis d'obtenir un siège comme conseiller municipal d'opposition, Vivien Gasque se relance dans la course au municipal. Il a quitté le Parti socialiste avec qui il a milité durant 15 ans et mène une liste écologiste avec sa binôme Caroline Scao. On se présente un binôme tête de liste et ça c'est important et dans toute notre action municipale, l'idée c'est de construire des binômes avec des gens qui travaillent ensemble et pas des décisions ultra centralisées entre les mains d'une personne. Ancien élu dans l'Essonne, il a suivi la liste d'Union de la gauche de Sandrine Grandgambe en 2008 et entre au conseil municipal de l'opposition en 2010. En 2014, il ne parvient pas à monter sa propre liste, mais c'est chose faite pour 2020. Et cette liste fermement ancrée à gauche rassemble plusieurs mouvances de la gauche, lui-même est membre du parti de gauche. Nous avons choisi une autre approche qui est donc celle de ces 3 grands axes, la démocratie, la solidarité et l'écologie. C'est une façon de présenter qui, je pense, nous caractérise.
À Trappes, ils sont 5 à se faire face pour ce scrutin dont le conseiller d'opposition Othman Nasrou. Il s'agit de sa deuxième candidature dans la ville pour les municipales après celle de 2014. Le conseiller régional s'est allié cette fois-ci à Moustapha Larbaoui, ancien président du club de football local. Pour sa fin de campagne, il lui a prévu de donner une réunion ce jeudi à la salle Jean-Baptiste Clément et de réaliser quelques opérations de porte-à-porte. Ses priorités, sécurité avec l'augmentation des effectifs de la police municipale, éducation, revenir par exemple sur la suppression de l'heure d'études gratuites ou encore baisse de la fiscalité. Les propos sont recueillis par Yves Hubstenberger. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'on va avoir la rencontre des trappistes pour leur présenter notre projet sur lequel ça fait 6 années qu'on travaille, qui est cohérent avec tout ce qu'on a voté pendant 6 années au conseil municipal. C'est un projet qui est complet, qui est crédible, qui est concret, qui est financé. Et donc on a envie évidemment que jusqu'à la dernière minute, tous les trappistes puissent se rendre compte qu'ils peuvent avoir une meilleure gestion municipale que celle qu'ils ont aujourd'hui. 5 candidats également pour ces élections municipales à Plaisir. Bonsoir Joséphine Coleman-Berger. Bonsoir. Maire sortante de la ville, vous êtes la tête de liste de Plaisir Avance. Cette campagne du premier tour qui arrive donc à son terme, J-4 avant le scrutin. Quel bilan vous faites de cette campagne menée à Plaisir ? Je fais un bilan d'étonnement par rapport à la teneur de cette campagne. Moi, j'ai toujours évoqué le fait que je suis dans un respect total de la démocratie et surtout des listes qui se présentent face à nous avec des valeurs je dirais pérennes, que l'on voit au fur et à mesure des années. Cette année, ça a été une campagne très violente, très difficile, et surtout, je trouve, axée sur ma personne, et des attaques très violentes sur ma propre personne. Je trouve ça un petit peu dommage, parce que je pense que la période d'une campagne est une période où on doit, bien évidemment, plutôt dire ce que l'on veut faire, et les projets que l'on a. N'ont pas été assez mis en avant ? Je ne les ai pas vus. En tout cas, ceux que j'ai vus, j'avais l'impression de les connaître déjà, puisque ce sont des choses que nous défendons depuis de nombreuses années. Ce sont des sujets que nous avons évoqués lors de nos différents réunions et conseils municipaux, puisque, je veux dire, aujourd'hui, ne serait-ce que le programme que nous présentons, c'est un programme sur lequel on travaille depuis longtemps, dans le cadre de séminaires ou dans le cadre de travail avec mon équipe. Est-ce que pour vous, elle est terminée, cette campagne ? Est-ce qu'elle va se poursuivre jusqu'au dernier moment que vous autorise justement la loi ? Écoutez, nous, on a énormément travaillé, on a été sur le terrain, on a été au-devant des habitants, on a fait énormément de réunions chez l'habitant, puisque c'est quelque chose que je mets en place depuis très très longtemps. Moi, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, on a plutôt un sentiment de sérénité que je voudrais remettre, parce que nous, on a essayé de faire une campagne positive, vraiment dans la dynamique et dans l'énergie que nous avons toujours eue. Bien sûr, la campagne se termine vendredi soir, donc on est sur le terrain, on est toujours là, on est toujours présent. Mais bon, je veux dire, aujourd'hui, je pense que les électeurs ont déjà fait leur choix. Et pourquoi vous êtes de nouveau justement engagé dans cette démarche ? On précise que si vous êtes réélu, ce serait votre deuxième mandat complet à Plaisir. Vous avez été élu une première fois en 2012, mais là, ce serait le deuxième mandat complet. Vous savez, un mandat, c'est le moment où on installe les choses. C'est un moment où on se rend compte effectivement des grandes possibilités que l'on a sur une commune aussi forte que celle de Plaisir. Donc on a enclenché toute une série de grands projets structurants, comme par exemple le centre-bourg, qui n'est pas anodin, également l'écoquartier du Valibou, également la zone high-tech au niveau de Saint-Quentin et de la zone de Sainte-Apolline. Ce sont des projets tellement structurants que il faut du temps pour les enclencher et puis il faut les accompagner. Donc cette dynamique que nous avons mis en place d'ailleurs a donné une image complètement différente à Plaisir. Vous le voyez bien, l'installation de la RD30 qui bien sûr peut être critiquée, en tout cas a apporté une vraie nature différente à Plaisir. On a apporté aussi, je pense, une forme, je dirais, de douceur à notre ville aussi et de dynamique. C'est ce qu'on nous dit. Et puis quand je demande aux gens qu'est-ce qui vous manque à Plaisir véritablement, bien sûr qu'il manque les médecins. Mais est-ce que vraiment, je dirais, la ville est dans cette dynamique de pouvoir trouver les médecins du jour au lendemain ? Aujourd'hui, on en a trouvé. Aujourd'hui, j'annonce d'ailleurs que nous avons, depuis de nombreuses années, mis en place des activités très fortes et des relations importantes avec les hôpitaux et avec des médecins. Et aujourd'hui, on peut annoncer que la ruche est là, que nous avons déjà 4 médecins présents, 2 généralistes qui vont arriver, un gynécologue qui va arriver et d'autres groupes de médecins qui sont déjà dans le travail avec moi
au niveau de l'hôpital et du directeur de l'hôpital. Voilà pour cette thématique qui est l'un des enjeux de campagne forcément à plaisir. Un autre enjeu, c'est l'écologie dont on parle dans toutes les villes. Vous l'intégrez vous aussi dans plusieurs axes de votre campagne, notamment la ville responsable. Vous souhaitez que la ville aille vers le zéro carbone? Vous pensez que c'est possible, aller vers le zéro carbone? En tout cas, il faut en avoir l'ambition. Possible, ce serait ambitieux dans le sens un peu impertinent même de ma part. On n'est pas les seuls. Vous savez bien que le carbone ne s'arrête pas aux frontières de plaisir. Donc on a mis en place toute une série d'actions. Vous voyez bien dans la ville nature, dans notre programme et dans la ville responsable, on a toute une série d'actions. Nous avons déjà fait des actions. On n'est pas, je dirais aujourd'hui, dans une annonce tout à coup comme ça qui sort du chapeau parce que c'est la mode. Nous, ne serait-ce que le RESOP que nous avons mis en place, la chaleur propre qui est aujourd'hui, qui vient de l'usine d'incinération, nous l'avons rajouté sur 6 km et aujourd'hui c'est effectivement quelque chose qui est très important sur notre territoire. Il n'y a pas que ça. Ça fait des années que l'on met en place toute une série d'actions. Et puis comme on parle aussi de cette circulation douce qui est fondamentale, notre étude est terminée. L'étude est terminée, nous a permis de voir que l'on peut faire sur plaisir plus de 24 km. Il faudra du temps. Vous savez, quand on promet quelque chose, il faut être capable de se dire qu'on a les moyens de les faire. Et aujourd'hui, les collectivités ont des moyens qui sont les leurs et elles sont aussi limitées. Les baisses de dotation sont archi présentes. Il faut être conscient de ça, il faut être responsable. Il faut connaître les dossiers, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui se présentent aujourd'hui. Parce que quand il y a des personnes qui se présentent et qui n'ont jamais été là, qui n'ont jamais été sur le terrain, qui aujourd'hui peuvent critiquer des choses dans lesquelles ils étaient, je dirais, même partenaires, mais qui, effectivement, aujourd'hui critiquent parce que, effectivement, l'idée est venue de nous, c'est assez inquiétant de voir, je dirais que la politique est prise comme un jeu. La politique n'est pas un jeu. La politique, il faut avoir de l'expérience, de l'envie, mais de l'envie sincère et puis aussi de l'abnégation. Parce que c'est de plus en plus difficile. La population a besoin qu'on les accompagne. On est dans une période assez anxiogène, vous le savez. Et si vous le permettez, je vais quand même ajouter quelque chose. Ce qui me semble assez fou, c'est qu'on nous fasse un procès d'intention sur le travail qu'on n'aurait pas fait au niveau de cette problématique du coronavirus. Vous parlez justement du coronavirus. On sait que la participation à plaisir pour les dernières élections de 2014, vous avez été élu dès le premier tour, a été d'un peu plus de la moitié des Plaisirois. Est-ce qu'il y a une crainte sur le fait que le coronavirus influe sur la participation, qu'il y ait moins de Plaisirois, en l'occurrence, qui se déplacent aux urnes? C'est ce qu'on entend. Mais, à contrario, je dirais plutôt de mettre la peur auprès des Plaisirois. Je voudrais leur dire que toutes les précautions ont été prises depuis bien longtemps. Des élections, ça se prépare des mois à l'avance. On le sait depuis longtemps qu'il va y avoir les élections. Donc, dans la mesure, bien sûr, de nos responsabilités, avec les indications préfectorales et de l'État, nous avons depuis longtemps prévu et mis en place toute une série d'actions et on espère bien que les Plaisirois vont nous faire confiance pour venir voter. C'est important de venir peut-être justement sur ce premier tour, puisque on a la sensation que les choses vont aller en s'empirant, mais en tout cas, au niveau de plaisir, je peux vous dire qu'on a un contrôle permanent au niveau de tous les équipements, des écoles et surtout des bureaux de vote, où on a mis en place beaucoup de choses qui vont permettre de rassurer les gens. Donc, venez voter. Votez ce qui vous semble le mieux, mais venez voter, c'est important. Merci Joséphine Coleman-Berger, maire sortante de Plaisir, tête de liste de Plaisir Avance, et face à vous, Patrick Ginter, Annie Joël Priou-Azni, Jamel Niati et également Jean-Louis Mettelet. À Coignères, ils sont 2 à vouloir être à la tête du conseil municipal. Xavier Girard est à la tête de liste de Coignères Avenir, une liste déjà engagée lors des municipales partielles dans la commune de novembre et décembre 2018 et menée à l'époque par l'ancien maire adjoint Ali Bousselam. 4 piliers pour son programme: l'environnement, économie et emploi, sécurité et famille. Le candidat souhaite d'ailleurs notamment aménager le parc de la Prévenderie. Écoutez ses explications au micro de Mickaël Elmidoro. Nous espérons en faire un lieu de loisirs pour la famille, avec une maison intergénérationnelle, un nouveau skatepark et puis ensuite un boulodrome et surtout une aire pour les enfants rénovée. C'est fait pour créer du lien. Il n'y a aucun endroit sur Coignères où on peut avoir toutes les populations de tous les âges. Ça permettrait d'avoir un bâtiment avec les nouvelles normes, avec un architecte qui pourrait nous faire en sorte d'avoir aussi bien la petite enfance que les adultes, que la gérontologie. La campagne se poursuit également à Villepreux. Le week-end dernier, la candidate Valérie Bain proposait un atelier sécurité vélo sur la place du marché, l'occasion d'exposer aux habitants les points forts de son programme. Aurélie Ronze et Marilène Yapichini.
Atelier Vérif Vélo ce samedi matin, place du marché. La liste Agir avec vous pour Villepreux, conduite par Valérie Bain, proposait aux habitants de faire vérifier l'état des roues ou des freins de leurs deux roues. Nous, ce qu'on voulait démontrer, c'est qu'avec peu de matériel, avec peu de moyens, on peut arriver à sensibiliser les gens. Nous agissons. La liste se veut citoyenne, ouverte, plurielle et participative. On est tous salariés, on est engagés effectivement chacun d'un point de vue associatif et à notre niveau. Et il y a un engagement sincère et réel. L'occasion pour l'équipe d'évoquer avec les habitants les points forts de leur programme, la démocratie participative, le développement de la culture ou encore le gel du projet Central Park. La liste s'oppose à la multiplication des programmes immobiliers à Villepreux. Nous allons passer de 10 000 à 13 000 habitants et nous trouvons que c'est largement assez. À l'échelle de notre ville, maintenant, il s'agit d'intégrer toutes ces populations, de retrouver en fait donc cette création de quartier a mobilisé beaucoup de ressources financières et maintenant il s'agit de se recréer en fait entre guillemets un bas de laine pour pouvoir améliorer la qualité de vie de tous les Villepreuxiens dans tous les quartiers. Il y a une pseudo-concertation mais en nous imposant un nombre de logements et nous c'est pas comme ça du tout qu'on veut fonctionner, nous c'est vraiment dans le participatif. Avant le premier tour, Valérie Bain donne rendez-vous une dernière fois aux habitants le vendredi 13 mars à 20h30 à l'école du Val-Joyeux. À Manille-les-Hameaux, 2 listes se sont déclarées pour les élections municipales. Le maire sortant, Bertrand Houillon, est opposé à Lionel Lindemann, actuel conseiller municipal d'opposition. Mélanie Poquet. Manille-les-Hameaux, ville de 9 491 habitants. Dans cette commune, 2 candidats se présentent. Chargé de communication d'une fédération sportive, Bertrand Houillon s'engage d'abord comme bénévole dans des associations. Il intègre le conseil municipal de la ville en 1995. Désigné maire de Manille-les-Hameaux en 2012 après la démission de Jacques Lolioz, il est réélu en 2014. En termes de solidarité, de poursuivre l'accompagnement pour la santé, pour les habitants, on a développé des pôles médicaux et paramédicaux sur la ville qui fonctionnent bien aujourd'hui et qui répondent à un vrai besoin. On souhaite continuer, le travail a déjà été engagé, proposer une mutuelle pour les habitants pour permettre une meilleure couverture de protection santé pour tous les habitants et accessible. Ancien directeur de communication d'une commune dans les Hauts-de-Seine, Lionel Lindemann est aujourd'hui entrepreneur. Présent sur la liste d'Aurore Berger, il intègre le conseil municipal de Manille-les-Hameaux en décembre 2018. Il va y avoir un commissariat d'agglomération qui va se créer. Et donc nous on compte augmenter le nombre de caméras de vidéoprotection et comme il y a la fibre qui est maintenant installée partout, on veut les connecter au commissariat d'agglomération parce que pour l'instant c'est pas le cas. Enfin, un mot concernant Elancourt et le ton qui se durcit entre les candidats engagés dans ce scrutin. Après des accusations portées par ses opposants envers le maire sortant Jean-Michel Fauroux, ce dernier répond par un tract publié ce matin, notamment sur son site de campagne. Il y est question notamment des frais de représentation. Le maire sortant précisant qu'ils sont votés en conseil municipal et que la somme forfaitaire allouée est utilisée par l'ensemble de l'équipe municipale. Concernant son salaire, le maire a publié son dernier bulletin de paie sur son site également. Il annonce avoir touché 1 401 € net en février dernier. Des enjeux liés à l'évolution démographique, mais aussi forcément au réchauffement climatique et à la transformation technologique. La ville de demain fera face à de nombreux défis. C'est la thématique retenue cette année pour les 4e rencontres InCité. Elles se dérouleront du 14 au 21 mars en grande partie au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Vous en êtes le directeur, Lionel Massetta, bonsoir. Bonsoir. Pas d'annulation déjà ou de report à cause de l'épidémie de coronavirus ? Il est possible, probable que l'on rapatrie certaines des tables rondes qui devaient avoir lieu chez des partenaires, notamment une à l'Estaca, qu'on la rapatrie au théâtre. Mais pour l'instant, à ce stade, comme on dit, on maintient l'intégralité des rencontres. Alors cet événement, il est né en 2017 avec le souci d'éclairer chaque saison une thématique liée aux enjeux de société. Alors chose intéressante, à la réflexion scientifique est ajouté aussi l'angle artistique. Des tables rondes sont proposées, tout comme des spectacles et des projections. Pourquoi il est intéressant de mêler justement les deux, le scientifique et l'angle culturel également ? On pourrait dire de façon caricaturale que l'artiste a sa subjectivité, a une approche formelle, esthétique, et que le scientifique a une objectivité. Bon, c'est pas aussi simple que ça dans la réalité. Non, c'est tout simplement que les deux approches sont totalement complémentaires. Et nous, notre métier, c'est l'artistique, c'est d'accueillir, de programmer, de produire des spectacles.
en fait, beaucoup d'artistes s'emparent de thématiques qui nous concernent au quotidien. Et on a envie et dans leur façon d'aborder les thématiques, forcément, il y a un angle qui est bien précis et qui est aussi un angle formel et esthétique. Et on a envie qu'on puisse s'apesantir un tout petit peu sur certains points avec une parole scientifique qui est complémentaire. Une parole de scientifique ou une parole de praticien qui doit être complémentaire du geste artistique. Alors, en l'occurrence, là, c'est la ville de demain et ses défis. C'est un thème qui inspire beaucoup les artistes, ce thème ? C'est un thème qui inspire beaucoup les artistes, qui inspire beaucoup les cinéastes. Si vous tapez cinéma et ville, vous allez avoir une liste de 3000 films qui va sortir. Et puis c'est une problématique qui est tellement actuelle. Je crois que ce qui nous a... au départ, quand on a décidé de mettre en place ces rencontres in cité, on se disait quels sont les thèmes du quotidien qui peuvent être creusés, qui nous intéressent tous. Quand on parle du temps, voilà, nos vies s'inscrivent dans le temps. Lorsqu'on parle de l'humain demain, de la convergence technologique, on a tous un smartphone. Lorsqu'on parle de l'alimentation, on est tous concernés. Et lorsqu'on parle de la ville, où on sera bientôt 80 ou 85% de la population mondiale à être concernée par cette question, puisqu'on sera citadin. Et que l'augmentation du nombre de citadins est exponentielle depuis un siècle. Donc, voilà, quelles sont les problématiques que rencontre le citadin et que rencontre la ville aujourd'hui ? Avec ce lieu de la scène nationale qui n'est pas anodin, on est à côté du plateau de Saclay, qui est aussi un lieu de la recherche scientifique et qui est en constante évolution. On est placé aussi dans cette ville nouvelle, ce qui a été longtemps 50 ans en Yvelines. Juste pour traiter cette problématique, il y a donc tout un programme mis en place, on l'a dit, des conférences, 8 tables rondes notamment. On ne va pas toutes les présenter, mais que faut-il en retenir de ce programme de tables rondes ? Alors juste, je reviens sur ce que vous disiez parce que c'est un des moteurs du choix de cette thématique. Et effectivement, Saint-Quentin, ville nouvelle, pôle de l'ouvrier, Versailles, ville nouvelle, mais il y a quelques siècles, mais qui a influencé tout l'urbanisme européen, et le plateau de Saclay, qui est une ville qui ne dit pas son nom, qui est une ville en devenir. Lorsqu'on aborde cette question de la ville, il y a 60 questions qui se posent. Là, en l'occurrence, on a travaillé parce qu'à chaque fois, on n'est pas des spécialistes du thème. Nous, on part d'idées reçues, de grandes idées, et tout notre travail, c'est de sortir des idées reçues en se faisant accompagner par un spécialiste. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un journaliste, le rédac-chef d'un magazine en ligne qui s'appelle Chronique d'architecture. Et au départ, on avait une 60aine de thématiques. L'idée, c'est de les regrouper, d'en écarter certaines, parce qu'on ne pourra pas tout traiter. Non, ce qu'il y a que je trouve assez intéressant, c'est qu'on part d'un point de vue très didactique, puisque la première table ronde qui a lieu le 17 mars traitera des techniques, de l'évolution des techniques, des technologies qui ont bouleversé et l'architecture et l'urbanisme. Mais il ne s'agit pas uniquement de techniques ou de faits architecturaux. Par exemple, l'arrivée de la voiture, ça bouleverse l'architecture, ça bouleverse l'urbanisme. Les matériaux, l'évolution des matériaux bouleverse absolument tout. Donc on part de cette table ronde didactique avec des historiens de l'architecture pour aller à l'extrême opposé ou de façon complémentaire sur la ville fantasmée. Et sur l'angle culturel, parce qu'on arrive déjà dans la dernière minute de cet entretien, j'invite d'ailleurs à revoir l'émission 7-8 Culture qui a traité aussi cette thématique des rencontres in cité. Il y a aussi bien du spectacle, des projections, on retrouve des blockbusters, du film d'auteur et des films d'animation, c'est assez éclectique. Je pense que le leitmotiv, l'idée principale de ces rencontres, c'est de dire aux spectateurs, venez picorer, venez passer une journée au théâtre de Saint-Quentin ou à l'UGC, assister à un spectacle, assister à une table ronde, aller voir un film, mais en tout cas essayer de vous nourrir de différentes manières sur un thème qui est beaucoup plus global. L'idée de ces rencontres, c'est inciter parce que ça concerne la vie du citoyen, mais c'est aussi inciter le spectateur à faire acte de citoyenneté en s'intéressant à des choses qui le concernent au quotidien. Un programme très riche, je vous invite à le consulter sur le site du Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Merci Lionel Massetta. Merci à vous. Directeur de ce Théâtre National et ses rencontres in cité, je le rappelle, c'est du 14 au 21 mars à Saint-Quentin en Yvelines. Et puis de la musique métal pour conclure cette édition. Le week-end dernier, l'association Métasauce organisait la 9e édition de son festival Métalsphère. Au programme de ce rendez-vous devenu incontournable, beaucoup d'ambiance, comme ont pu le constater Yves Hubstenberger et Nicolas Kirillowitz dans ce sujet. C'est une recette désormais approuvée et testée.
Pour cette nouvelle édition du festival Metalsphère, l'ambition reste inchangée, découvrir ou redécouvrir ceux qui font la scène métal française et locale, pour le plus grand plaisir de ses fans du genre. Moi c'est la première fois ici, je suis pas du tout du coin, mais franchement ça me plaît énormément, c'est super sympa et puis bizarrement moi ça m'appelle cette musique, donc franchement je me suis sentie super bien, j'aime beaucoup. Très cool, la salle de la Tour pour hier, très bonne salle et voilà, toujours une ambiance au top, Métasso génial. 2 jours de concert, 7 groupes à l'affiche, parmi eux Bukowski. Formé par une fratrie il y a 13 ans, le groupe de rock metal vivait sa première au festival Metalsphère. C'est la première fois qu'on vient ici, j'avais entendu parler souvent de cette salle, et puis là l'accueil est super. En plus on est content parce qu'on joue avec nos poteaux de l'Ofofora. Pour la 2e année consécutive, le festival s'est déployé hors de ses murs historiques situés salle de la Tour à Voisins-le-Bretonneux. La salle La Batterie à Guyancourt était elle aussi partenaire de l'événement. La notion de territoire, elle est quand même très importante parce qu'on essaye vraiment d'être actif sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et justement le projet c'est de pouvoir développer ce festival métal plus largement sur le territoire. Pour les années à venir, pourquoi pas avoir une semaine Metalsphère ou un mois un peu Metalsphère. Avant la 10e édition de Metalsphère l'an prochain, les fans de métal de Saint-Quentin-en-Yvelines ont d'abord rendez-vous pour la Dubsphère en avril et le festival La Tour Méléwatt en juin prochain. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité, belle soirée sur TV78.